Europe 1 Sport, Virginie Fulpin. Bonsoir à tous, bienvenue dans Europe 1 Sport, ravi de vous retrouver. Vous savez que désormais, Europe 1 Sport est là tous les soirs, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Le sport au quotidien, quel bonheur, hein. Lionel Rosso a ouvert le bal hier soir et c'est parti pour une saison qui promet d'être fantastique. Très riche sportivement, des matchs en direct, des sportifs qui viennent nous parler de leur métier, de leur passion, leurs résultats, de leurs attentes, des débats évidemment. On est au cœur de l'actualité sportive et on ne va pas non plus oublier les sujets de fond. Europe 1 Sport sur tous les fronts. On va beaucoup parler de football, bien sûr, entre la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde qui arrive, mais pas seulement de foot. Entre 21h et 22h, ce sera place à l'Omnisport. Il y a de quoi faire en ce moment, hein, entre les Grands Prix de F1 qui s'enchaînent, l'US Open de tennis, les mondiaux de volley, l'Euro de basket qui arrive, la reprise du top 14 de rugby ce week-end. On va pas s'ennuyer, tant mieux, parce qu'on n'est pas là pour ça, après tout. Ce ne sont pas les premiers invités de cette Europe 1 Sport qui vont me démentir. Pauline Gamère, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour les garçons. On peut même dire bonsoir d'ailleurs. Je me trompe un peu. Greg Godefroy, bonjour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Voilà, Juan José Dorado, bonsoir également. Buenas tardes, moi je rentre de l'Espagne, donc buenas tardes, bonsoir à tous. Ah, ça fait du bien d'entendre un peu d'espagnol. Thierry Bretagne, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir Virginie. Quel plaisir de vous avoir. J'attendais. Mais quel plaisir, enfin, parce que, bon Lionel, tu me pardonnes, mais là on a la grâce, l'élégance et la culture. Oh là 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 là. Tout ça pour parler plus, je le sais que ça va arriver. Bon, alors je vous annonce déjà que juste après 21h30, on aura en ligne une grande championne, Pauline Ferrand-Prévot, sacrée championne du monde de VTT cross-country pour la 4e fois dimanche. Elle va très vite à vélo et elle est passionnante quand elle parle. Mais d'ici 20h, je dois vous dire que j'ai pas mal de questions autour du foot à poser à nos invités. D'abord, les amis, est-ce qu'on lance un SOS pour l'équipe de France de football ou quoi ? On peut presque se poser la question entre la sordide affaire Pogba qui a des répercussions sur les Bleus, notamment sur Kylian Mbappé, la place de remplaçant d'Antoine Griezmann avec l'Atlético de Madrid, la blessure de Kanté. C'est pas un peu inquiétant ? À moins de 3 mois de la Coupe du Monde, ça va être notre premier débat, ça dans un instant. La 6e journée de Ligue 2 a lieu. Ce soir, on va suivre en direct Saint-Étienne-Bastia et Bordeaux-Quevilly-Rouen avec nos correspondants. Moi, j'ai bien envie de vous demander si la présence de Bordeaux, la présence de Saint-Étienne, ça rend cette Ligue 2 plus sexy ou si, bof pour vous. On va voir ça. Et puis le mercato se termine jeudi soir. Rarement l'expression Money Time prend autant de sens. Mais justement, ça a vraiment du sens, un marché des transferts qui se termine alors que la saison a déjà commencé. Je sais, on en parle souvent de ça, mais j'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez. Ou est-ce qu'il faut réformer ce mercato ? Allez, plat du pied sécurité, c'est parti pour Europe 1 Sport jusqu'à 23h30. Europe 1 Sport, Avec Virginie Fulpin. 20h03, SOS équipe de France. C'est bizarre de lancer un SOS dès le début de l'émission, mais bon, autant le faire maintenant. On est à moins de 3 mois de la Coupe du Monde, il y a des mauvais signaux qui s'accumulent pour les Bleus. Plusieurs cadres pas franchement au mieux pour des raisons très très diverses. Paul Pogba évidemment, entre sa blessure et puis cette affaire qui nous occupe déjà depuis quelques jours. N'Golo Kanté qui est blessé, absent plusieurs semaines. Antoine Griezmann, buteur hier pour la victoire de l'Atlético Madrid face à Valence, mais cantonné à un rôle de remplaçant. Et même Kylian Mbappé, cité bien malgré lui dans l'affaire Pogba, on se pose des questions autour de lui. Bon, ça fait quand même beaucoup de nuages dans ce ciel bleu, vous ne trouvez pas, Pauline Gamère ? Alors les nuages, ils ont commencé même avant les histoires, parce qu'il suffit qu'on regarde les résultats de juin dernier, il y avait déjà des inquiétudes. L'élimination en Ligue des Nations, oui. 4 matchs, 0 victoire. Donc on a quand même une situation sportive qui pouvait être préoccupante après l'Euro. En effet, le problème, ça n'est pas une histoire, c'est une accumulation de petits grains de sable qui sont en train de s'accumuler dans une dynamique sportive qui est négative. Et ça, c'est inquiétant. Donc on est à moins de 3 mois, c'est ça ? Tout le monde s'inquiète là autour de cette table ? Greg ? Non, moi j'ai pas trop envie de m'inquiéter. Alors sportivement, comme l'a dit Pauline, effectivement c'est un petit peu inquiétant, mais après,
Quand on parle de Kanté, bon oui, il est blessé, donc peut-être qu'il sera de retour pour la Coupe du Monde, et évidemment on l'espère. Après, quand il est sur le terrain, il joue très très bien, il continue de jouer très très bien, même s'il est un petit peu en délicatesse là à Chelsea. Griezmann, bah oui, il joue pas beaucoup parce qu'il y a ces histoires de contrat, faut pas qu'il joue plus de 30 minutes par match pour que l'Atlético donne pas 40 millions au Barça. Bon, Oui. bah ça c'est sûr que c'est un petit peu chiant pour lui à 3 mois de la Coupe du Monde, mais en même temps, quand il joue, il est là, et on l'a vu encore hier puisqu'il a marqué contre Valence, et donc il est bon, il est encore très bon, donc il n'y a pas de question de s'inquiéter là-dessus. Mbappé, franchement, je pense que cette histoire avec Pogba, ça le touche pas vraiment beaucoup. Enfin oui, à mon avis, ça l'embête d'être cité, mais je suis pas sûr que ça l'embête plus que ça finalement, et qu'il voit ça passer au-dessus de sa tête. Il voit tellement de choses passer, à mon avis, que ça lui passe aussi au-dessus de la tête. Et puis, on le voit sur les terrains de Ligue 1, il est toujours aussi bon. Voilà, oui, il y a peut-être Paul Pogba, évidemment, qui lui, oui, va être embêté par cette affaire de vidéo avec son frère et tout ça. Il est blessé en plus, donc forcément, lui sera celui qui sera pas au top. Mais après, pour le reste, en vrai, ça m'inquiète pas des masses. Et puis en plus, il y a encore plein de jeunes joueurs derrière qui arrivent derrière. Je pense à Aurélien Tchouaméni notamment. Enfin, il y a plein de joueurs qui arrivent et qui seront au rendez-vous de cette Coupe du Monde si jamais Didier Deschamps les appelle. Ah, voilà, c'est rassurant d'entendre ça. Juan José Dorado, vous revenez d'Espagne. Quelle image a cette équipe de France actuelle là en Espagne? On se dit, ouais, bon. Pas la meilleure du monde, parce que, et c'est là où je vous rejoigne, c'est que toutes les affaires dont on parle autour de l'équipe de France ont commencé depuis plusieurs mois, et notamment effectivement après la catastrophe de la Ligue des Nations, où effectivement 4 matchs, aucune victoire, et là on se posait des questions. Et donc tout ça vient s'additionner. Mais la question est de savoir pourquoi depuis des mois, Didier Deschamps n'avait pas fait des changements, justement parce qu'on est à 2 mois et demi de la Coupe du Monde, et c'est pas maintenant qu'on va rappeler des nouveaux joueurs, et on se retrouve avec des tauliers qui sont complètement à la ramasse. Alors là, tu me dis que Griezmann, c'est une question de sous. La saison dernière, il n'était pas terrible. Cette saison, c'est vrai qu'il ne joue que 30 minutes ou 25 minutes, mais c'est pas assez pour avoir le rythme et arriver dans la Coupe du Monde et être décisif avec l'équipe de France. On se pose la question d'N'Golo Kanté aussi. Donc effectivement, tous les soucis de l'équipe de France viennent s'accumuler aujourd'hui, mais depuis des mois, on aurait dû faire quelque chose. Peut-être depuis des années, peut-être depuis 2018, on aurait dû commencer à vraiment préparer le remplacement de cette équipe championne du monde pour le Mondial 2022, et ça, on ne l'a pas vraiment fait. Et d'autres nations, par contre, l'ont fait. Thierry Bretagne, je vous sens pas très rassuré non plus. Mais évidemment, c'est une catastrophe. Ah Mais, bon, bah mais Didier Deschamps a l'habitude de gérer les catastrophes ou les simili-catastrophes. Ce qui se présente là, se préparait effectivement depuis quelques mois. On va dire depuis le pénalty raté de Kylian Mbappé, qui, vous le souvenez, a donné lieu dans les tribunes à un affrontement des familles Oui, il faut pas oublier qui ça. ressemble à ce qu'on voit actuellement. C'est catastrophique pour Pogba. C'est catastrophique sur le plan mental et moral, car Didier Deschamps comptait sur lui. C'est un homme important. C'est une des légendes de 2018 qui est en train, en quelque sorte, d'être assailli par un problème familial, de faits divers, d'escroquerie, dont on ne sait pas encore le pourquoi du comment, mais qui est quand même catastrophique. Il va régler ça, Deschamps. Moi, je trouve que la fédération, au moins, et le sélectionneur ont gardé leur quant à soi, que les politiques ne se sont pas encore emparés de l'affaire, ce qui avait été le cas au moment de l'affaire Benzema. Et quand mon cher confrère espagnol, mais respectable, nous dit que les tauliers sont un peu en difficulté, excusez-moi, Mbappé est pas trop en difficulté, Lloris, le gardien de but, n'est pas trop en difficulté, Varane a l'air de revenir, il va falloir néanmoins réinventer un milieu de terrain. Mais il se trouve qu'on a Tchouaméni quand même, même si ce n'est pas Pogba, c'est quand même pas mal. Non, l'inquiétude, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est le petit Kanté, parce que je trouve que là, il se blesse comme il ne se blessait pas avant, et j'ai peur que ce soit le début d'une forme de déclin ou d'usure, en tout cas. Et lui aussi, était indispensable. Réinventer ce milieu de terrain. Alors, réinventer en moins de 3 mois, c'est quand même oui, tout un truc. Ce sera dur.
Bon, alors je voudrais quand même qu'on revienne sur cette sordide affaire Pogba. Martin Lange nous a rejoint en studio. Bonsoir Martin. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Bon, je veux juste savoir où est-ce qu'on en est là ce soir de cette affaire. Alors, petit retour en arrière sur cette affaire Pogba. Tout a commencé au printemps dernier lors d'un rassemblement de l'équipe de France. Comme il en a l'habitude lorsqu'il est à Paris, Paul Pogba va rendre visite à sa famille à Lagny-sur-Marne. Il croise alors des connaissances qui l'emmènent de force. Pogba se retrouve dans un appartement avec des hommes armés, cagoulés même. Ces derniers lui réclament de l'argent, beaucoup d'argent, 13 millions d'euros exactement, correspondant selon eux à leur rétribution pour la protection discrète qu'ils auraient apportée aux champions du monde. Paul Pogba ne porte pas plainte immédiatement, mais il recroise ses racketteurs à plusieurs reprises, d'abord à Manchester, puis à Turin cet été. C'est là qu'il pense reconnaître son frère Mathias, et c'est aussi à ce moment-là qu'il décide d'aller voir la police. Tout ce qu'il dit lors de ses interrogatoires est sorti depuis dans la presse. Pogba y indique avoir coupé les ponts avec une partie de son entourage après qu'un de ses amis ait retiré 200 000 euros d'argent liquide avec sa carte. Entourage qui aurait donc refait surface depuis, notamment le frère Mathias qui a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux ce week-end promettant des révélations explosives sur Paul. Et c'est là qu'arrive Kylian Mbappé, bien malgré lui, vous en parliez à l'instant. Selon Pogba, ses maîtres chanteurs menaceraient de révéler des messages dans lesquels Pogba lui-même demande à un marabout de s'en prendre à l'attaquant du PSG. Alors tout ça... dans la tête de Paul Pogba, parce qu'on sait qu'il est déjà pas au mieux, parce qu'il est blessé, il a refusé de se faire opérer pour pouvoir éventuellement disputer cette Coupe du Monde. Pauline Gamère, dans la tête, là, qu'est-ce qui se passe pour Paul Pogba ? C'est au-delà des problèmes familiaux et tout, mais pour son retour en équipe de France éventuel, c'est terrible ça. Ouais, alors je pense qu'à l'heure actuelle, même si on sait encore très peu de choses, on a eu une vidéo assez surréaliste de Mathias Pogba. On a vaguement vu quelques tweets passer sur des comptes qui viennent se créer. Moi, je pense qu'il faut quand même être très attentif à ce qui va se passer, ne pas tout lire au premier degré. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va encore apprendre. Il y a quelque chose de très malaisant. Il y a quelque chose certainement d'assez grave qui se couvre derrière tout ça. Et en effet, je pense que le football, l'équipe de France, est bien secondaire dans la tête de Paul Pogba aujourd'hui. Et elle devrait l'être pour tout le monde. Je pense en effet qu'on est dans une situation qui est critique et qui est inquiétante. Qui est inquiétante et qui en plus... arrive finalement assez souvent dans le football. Des affaires d'extorsion de fonds, on en a finalement pas mal. Il y en a beaucoup trop, malheureusement. On est dans un univers où des personnes qui ont connu un passé très difficile, qui sont issues de quartiers, d'une enfance très difficile, gagnent de l'argent, beaucoup d'argent, des sommes disproportionnées très vite, très tôt, sans avoir eu forcément l'éducation nécessaire pour pouvoir appréhender une telle somme d'argent. Le problème dans tous les clubs de foot et pour tous les joueurs, c'est souvent l'entourage, l'environnement autour de ces joueurs. Et est-ce qu'ils sont assez bien entourés, encadrés pour se protéger par les agents, par la famille, par des avocats, et parfois la famille elle-même se retourne contre les joueurs. Et c'est pas propre à Pogba, on l'a déjà vu par le passé chez d'autres joueurs. Adebayor, vous vous souvenez, dramatique avec un homme qui quasiment risque sa vie dans sa propre famille. Oui, bien sûr, mais en même temps, on se dit que Paul, qui est un homme quand même déjà mûr en quelque sorte, qui a des années de professionnalisme. Moi, je disais avant l'émission, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le décès de son agent a certainement été déstructurant. C'est évident. Enfin, je pense que Raiola aurait été en vie et en pleine santé, ce qui n'était plus le cas dans ces derniers mois, puisqu'il est décédé quasiment 1 mois ou 2 mois après le début de l'affaire, en mars. Je pense qu'il aurait sans doute mis bon ordre là-dedans. Mais avec quelle méthode ? Mais avec quelle méthode ? Ça, c'est oui, effectivement. C'est bien le problème du football. On ne peut pas contrôler tout. Enfin, souvenez-vous aussi de l'affaire Valbuena, où il y a là aussi, et moi je trouve qu'il y a, au-delà de l'affaire qui n'est pas semblable, des analogies dans le rapprochement vers la star, avec des gens dont on sait qu'ils ont été des amis d'enfance, qui utilisent peut-être d'autres proches pour arriver, en fait, à essayer de dicter leurs lois à des gens dont on peut penser qu'ils ont aussi perdu le sens
je vais pas dire des valeurs, mais de la valeur de l'argent. C'est quand même pas possible que Paul Pogba se fasse dérober en quelque sorte sa carte de crédit par quelqu'un qui, semble-t-il, l'aurait utilisé. Parce que pour retirer 200 000 euros, il faut quand même tirer beaucoup. Oui, non, mais c'est stupéfiant. Tout autant, Valbuena, vous vous souvenez, avait confié son portable où il y avait des choses très intimes à un ami dont on ne savait pas si c'était un concierge, un ami, etc., qui se sert de cette confidence pour finalement l'atteindre et essayer de le faire chanter. Donc, je me souviens, moi, de mon passé de jeune reporter avec la NBA, où j'avais vu le jeune Tony Parker faire des séminaires et la NBA prévenait les joueurs, les encadrait en leur disant « Attention, vous allez être riches, vous allez être glorieux, vous allez être donc des cibles potentielles. » Ça ne règle pas tous les problèmes. Cela dit, le séminaire n'était pas toujours suivi des faits. Hein. Oui, c'est vrai aussi. En particulier pour Dennis Rodman, qui lui était un rebelle fini. Mais au moins, ils essayaient, si vous voulez, de faire un encadrement des jeunes professionnels qui allaient être confrontés aux médias, aux femmes aussi, qui aiment bien les sportifs, hein, c'est normal, à toutes les tentations et tous les risques que comporte une célébrité et une fortune immédiate. Paul est un peu aussi au milieu de tout ça. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on attend des véritables preuves. Soit elles sont là et c'est dramatique, soit elles ne sont pas là et à ce moment-là, on peut espérer que l'affaire se dégonflera. Alors, il y a peu de gens pour l'instant qui, dans le monde du foot, s'expriment sur cette affaire, justement parce qu'elle est en cours, il y a une enquête qui est en cours, évidemment. Mais Antoine Comboiré, le coach de Nantes, lui, il n'a jamais la langue dans sa poche. Vous le connaissez, donc on va l'écouter. Moi, je trouve ça triste quand on déballe ça sur la place publique. Là, ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte de voir ça, quoi. Mais bon, pour tous les joueurs de foot, c'est très compliqué. Que ce soit l'entourage familial, que ce soit donc l'entourage, le premier cercle, comme on dit, là, les agents, tout ça et tout, les conseillers, tout ça et tout. Pour eux, vous imaginez pas la pression qu'ils subissent, les mecs. Donc c'est plutôt eux que je plains, Paul, tous les joueurs de foot. Hein. Moi, j'ai la chance, ça fait 40 ans que je vois donc l'évolution de mon métier, là. Et de plus en plus, les familles sont présentes dans les discussions, dans les négociations, tout ça et tout. Et c'est très dur pour eux. Antoine Comboiré avec Loïc Folio, finalement, c'est à peu près ce que vous disiez autour de cette table. Juan José Dorado, cet entourage, on en a déjà beaucoup parlé, mais les conséquences pour l'équipe de France, je veux dire, même si ça s'arrête demain, si on se rend compte qu'il n'y a pas de vidéo, etc., est-ce que ça peut faire trembler un groupe qui est déjà pas vraiment au mieux? Il n'y a pas de règles écrites. On se souvient de 2016, la Coupe d'Europe en France. Il y a eu l'affaire Benzema, il n'était pas là. Et la France est arrivée quand même en finale de sa Coupe d'Europe. En 2018, ils vont en finale et ils gagnent. Donc on voit qu'effectivement, on peut penser que ça n'affecte pas. Mais je pense que ça affecte. Et ça affecte parce que les joueurs... On en discute beaucoup. Ils en discutent beaucoup lors des concentrations, lors des matchs. Ils parlent beaucoup de ce qui se passe dans l'entourage de l'équipe de France. Et ça leur fait forcément avoir la tête ailleurs parfois, même si le terrain, les 90 minutes, ils se reconcentrent. Moi, j'ai des exemples. Je me rappelle de l'équipe d'Espagne de 2018 où, quelques jours avant le mondial, le sélectionneur est viré. Le sélectionneur est viré. Carrément. Et ça a complètement détruit l'unité autour de l'équipe d'Espagne qui a fait un mondial désastreux. Donc, vous voyez effectivement, toutes ces choses-là ont quand même une incidence. Et ce n'est pas par hasard que beaucoup d'entraîneurs, avant une Coupe du Monde, bon, celle-là elle est particulière, c'est en hiver, vous disent, quand vous venez avec l'équipe nationale, je veux que toutes les histoires des transferts soient closes. Je ne veux pas que les transferts viennent polluer la Coupe du Monde. Donc, toutes les affaires polluent la Coupe du Monde, la Coupe du Monde. Et je m'inquiète pour l'équipe de France parce qu'avec ça, vous avez effectivement des tauliers qui ne sont pas au mieux de sa forme.
Voilà, justement, on va en parler de cet taulier, notamment d'Antoine Griezmann. On a commencé à en parler tout à l'heure, mais je voudrais un peu insister, son statut aujourd'hui de remplaçant de luxe, Greg Godefroy, il risque pas de changer pour l'instant, on l'a vu. Ouais. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour l'équipe de France ? Moi, j'en vois pas des masses en vrai des conséquences. Parce que Griezmann, ça fait partie de ces joueurs qui se transcende quand il est en équipe de France. C'est un peu moins vrai sur ces derniers matchs. Ouais, mais quand il a le maillot bleu, moi j'ai l'impression qu'il se transcende et qu'il est à fond, quoi. Donc effectivement, forcément, il n'aura pas le rythme qu'il devrait avoir avant d'arriver dans une Coupe du Monde. Et ça, forcément, c'est embêtant pour lui d'un point de vue physique, d'un point de vue mental. Le fait de ne pouvoir jouer que 30 minutes, forcément aussi que ça doit l'affecter un petit peu. Mais le fait de se retrouver dans le vestiaire bleu avec ses copains de l'équipe de France, je pense que ça peut le transcender. Donc d'un point de vue physique, oui, ça peut être embêtant. D'un point de vue footballistique, je suis pas sûr. Est-ce que s'il n'est pas titularisé lors du premier match, il prendra pas un coup, justement, là oui, au moral? Oui, je pense que là, parce que oui. le fait de ne pas jouer et de jouer, il a joué 3 matchs avec l'Atlético de Madrid et 25 minutes à chaque fois. Même s'il a marqué, d'accord, mais il ne joue que 25 minutes. Oui, mais Didier Deschamps, il a sélectionné et titularisé Olivier Giroud alors qu'il jouait pas non plus beaucoup quand il était en Angleterre. Donc voilà, il s'appuie sur des cadres sans parfois faire attention aux performances en club. Enfin, en tout cas, pas dans le détail. Voilà, il a ses têtes et il a ses tauliers comme on en parlait. Et s'il les pense au mieux, il les fera jouer. Donc après, effectivement, si Griezmann il n'est pas titulaire pendant le premier match, forcément que ça le marquera un petit peu, forcément. Mais de moins jouer en club dans un calendrier comme celui de cette année, finalement, est-ce que ça peut pas être utile pour Antoine Griezmann ? Il sera peut-être plus frais que les autres, ça c'est sûr. Il n'y aura que 3 mois de compétition. Le problème du calendrier de cette année, il va plus intervenir au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai qu'en novembre. Forcément, un joueur qui ne va pas jouer sur les 3 mois à venir, il ne sera pas en forme pour la Coupe du Monde. Enfin, ça semble être juste le b.a.-ba. Surtout que Griezmann, excuse-moi, malgré ton optimisme que j'aimerais partager, il est quand même en très grosse difficulté depuis un certain temps en équipe de France. Donc, est-ce qu'il va le titulariser le premier match alors qu'il est en difficulté depuis un certain temps et en équipe de France et en club? Pour certains joueurs, de le voir titulaire, ça serait bizarre aussi. Hein. Mais tu mets qui alors? Ah, moi, je suis pas sélectionneur. Ça fait partie aussi des problèmes, c'est que là, on n'a pas des masses de solutions non plus. C'est pour ça qu'on disait qu'ils n'ont pas... Je trouve que Didier Deschamps n'a pas préparé suffisamment son groupe, il n'a pas intégré d'autres joueurs qui pourraient effectivement, les cas échéants, venir intégrer l'équipe de France et faire quelque chose pour remplacer des joueurs qui sont importants aujourd'hui. Alors, à 2 mois et demi, comme je disais, c'est pas maintenant qu'il va rappeler des nouveaux joueurs, hein, parce qu'ils n'ont pas les automatismes, parce qu'ils n'ont pas la conscience du groupe que Deschamps a créé. Et ça, c'est une réalité aussi. Alors, Didier et Griezmann, là, mais je trouve que physiquement, aujourd'hui, il est trop juste pour arriver en bonne forme au mondial et pouvoir apporter quelque chose à l'équipe de France. Enfin, c'est loin d'être l'attaquant clé actuellement de l'équipe de France. Hein. On a Benzema, Mbappé, la question Griezmann, elle est secondaire. Mais justement, soyons un peu optimistes aussi. Il y a quand même une merveilleuse chose qui revient, c'est Karim Benzema quand même. Imaginez-vous qu'on a été champion du monde et qu'on a quand même eu quelques résultats depuis 2018 en l'absence du meilleur joueur du monde en ce moment. Car Karim Benzema est pour moi le meilleur joueur du monde en ce moment. Il va avoir un petit ballon d'or qui va le prouver, a priori. Oui, très probablement. Il est déjà le meilleur joueur UEFA. Il arrive à un niveau de football jamais atteint, que ce soit dans son propre club au Real Madrid ou en équipe de France. Et moi, j'ai très confiance. Alors évidemment, on va perdre un leader qui est en difficulté, mais qui n'a jamais été vraiment un leader, parce que Griezmann n'est pas un leader naturel. C'est pas un tueur, ce mec-là. Enfin, moi, je ne le vis pas comme un véritable leader. C'est un joueur important, c'est un joueur qui a apporté des choses merveilleuses, mais qui n'est pas, à mon avis, qui n'a pas une âme de chef absolu. Il a été placé là par Deschamps. Il a souvent répondu, d'ailleurs, à l'attente que Deschamps mettait en lui. Mais le retour de Benzema est extraordinaire, parce que Benzema, c'est un soleil en ce moment. C'est-à-dire, il illumine un peu tout le monde. On rêve quand même de voir Mbappé et Benzema ensemble. Oui, mais enfin, sauf qu'on les a vus à l'Euro, enfin, on n'a pas non plus été subjugués. Oui, excusez-moi, Benzema n'a rien à se reprocher à l'Euro. Hein. C'est pas lui le problème à l'Euro. J'ai pas l'impression. Je dis pas que c'est lui le problème, mais c'est pas lui non plus qui a fait que la France est allée gagner l'Euro. C'est vrai aussi. Son retour était un peu précipité, sans doute, parce qu'il a fait bouger les lignes. Il a un peu, si vous voulez, modifié les rapports de force.
c'était extrêmement important. Maintenant, cette affaire-là est réglée, et quelque part, à quelque chose malheur est bon. Mais si Pogba a des problèmes en ce moment, je vais dire que en ce moment, c'est peut-être le meilleur moment pour se dire qu'on va se passer de Pogba, parce qu'il n'était plus indispensable depuis déjà quelques semaines et quelques mois. Alors, est-ce que ces problèmes le tarabustaient ? Ça n'est pas exclu non plus. Mais en tout cas, le résultat, c'est que le grand Pogba, on l'attend depuis des mois, voire des années quand même, en équipe de France. Hein. Voilà. Ça fait pas mal de questions. On oscille entre optimisme et pessimisme autour de cette table. La liste de Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs des Bleus, ce sera le 15 septembre. Bon, il peut se passer pas mal de choses en 15 jours, donc les patience et mère de sûreté, je crois que c'est ça qu'on dit. Europe 1 Sport revient tout de suite, on va parler de la Ligue 2. Europe 1 Sport, Virginie Fulpin. Il est 20h26, on est ensemble jusqu'à 23h30 dans Europe 1 Sport, vous le savez. On va suivre la 6e journée de Ligue 2 en direct ce soir avec nos correspondants Saint-Étienne-Bastia et Bordeaux-Quevilly-Rouen. Bien sûr, on vous donnera aussi tous les autres résultats régulièrement. Le coup d'envoi, c'est 20h45, mais la question ce soir, pour moi, c'est de se demander si la présence de Saint-Étienne et de Bordeaux rend la Ligue 2 plus sexy. Greg, la relégation n'avait pas été une fête, évidemment, dans ces 2 clubs. Mais les voir là, est-ce que ça donne un vrai coup de projecteur à la Ligue 2 ? Alors, donner un coup de projecteur, ça c'est sûr. Est-ce que la Ligue 2 est plus sexy avec Bordeaux et Saint-Etienne ? Non, parce que moi je la trouve déjà sexy cette Ligue 2. C'est une division que j'adore regarder. Peut-être parce que je suis normand et que c'est la seule occasion que j'ai de regarder les clubs normands. Excusez-moi d'être optimiste et d'avoir de la joie de vivre. Dites-moi, Caen est leader. Hein. Ben voilà, je peux suivre Caen, je peux suivre Le Hack, je peux suivre QRM ce soir face à Bordeaux. Donc au moins c'est une compétition où je peux suivre mes clubs normands. Donc ça c'est cool et il y a plein de belles choses dans cette Ligue 2. Enfin moi j'adore regarder un match de Ligue 2 et un Caen Paris FC aujourd'hui par exemple où je trouve ça plus intéressant à regarder qu'un Angers 3 par exemple parce que je sais pas, il y a une espèce de magie et de truc qui fait que moi j'adore cette compétition. Donc oui, le coup de projecteur il sera évidemment plus mis cette année avec Bordeaux et Saint-Etienne, mais voilà, l'année dernière il y avait Toulouse, il y avait Auxerre aussi, enfin il y a toujours ces clubs historiques. Il y en a toujours au moins un ou 2 ou 3 ou 4, il y a Sochaux, j'allais dire il y a Nancy, non il n'y a plus Nancy malheureusement, mais enfin voilà, il n'y a plus Châteauroux non plus, mais et on retrouve toujours ces clubs historiques et moi j'aime bien les voir jouer. Voilà. Mais on pourrait presque appeler ça la Ligue 1 bis, Pauline Gamère, cette saison, non ? Alors, moi je vais être un petit peu moins optimiste sur la Ligue 2. Comme toujours. Il y a good cop, bad cop. Là, dans le studio, c'est ça. Alors, bien sûr, ça fait plaisir aux diffuseurs, ça fait plaisir aux équipes aussi. Hein. Moi, je me rappelle à l'époque où j'étais au Red Star, quand on jouait à Lens, quand les joueurs allaient jouer à Bollaert dans un stade comble, les joueurs étaient contents. Bah oui. Maintenant, la réalité, qu'est-ce qui va rendre sexy une compétition ? C'est des stades pleins. Et aujourd'hui, quand on regarde le multiplex de Ligue 2, on se croirait encore à l'époque du confinement. C'est ça qui est difficile et c'est ça qui est sexy. Quand on veut voir un match, on n'a pas envie d'entendre les joueurs se parler, d'entendre les supporters parler. Et aujourd'hui, quand tu as une moyenne de 6-7 000 spectateurs dans des stades qui sont certainement trop grands, l'erreur, elle vient de là. À Bordeaux, oui, ça c'est sûr. À Bordeaux, tu as 40 000, et même si tu as 19 000 spectateurs, ça fait de la peine. Mais c'est le cas de tous les stades. À Charletti, tu vas avoir 3 000 spectateurs dans un stade de 20 000. Et tant que tu ne résous pas ce problème de présence dans les stades, tu ne peux pas rendre la compétition attractive. Et bien sûr que c'est un sujet important. Alors on a dit, il ne faut pas faire d'invitation parce que ça abîme le produit, ça diminue la qualité du produit. On fait des opérations des places à 1 €, on fait des opérations de places à 5 €. Mais la question, elle n'est pas là. Pour remplir le stade, il faut voir du foot. Et la Ligue 2, si chère, qui était si chère, c'est la Ligue 2 des 5 plus grandes compétitions où il y a moins de buts. Si tu arrives à avoir 2 buts dans ton match, c'est déjà une fête. Tant que tu ne libères pas un peu ce championnat pour qu'il soit plus attractif et que tu joues dans des stades vides, tu pourras avoir Bordeaux, Lens, Auxerre, Saint-Etienne. Ça sera un championnat qui ne sera pas assez sexy. Alors, on va aller voir tout de suite Anthony Perel, qui est notre envoyé spécial au stade Geoffroy-Guichard, parce que je crois qu'il ne va pas vous donner tort, Pauline Gamère. Bonsoir Anthony. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Ça sonne un peu creux avant le match contre Bastia, c'est bien ça ? Ah bah nous ça sonne carrément creux, mais c'est notre 3e match à huis clos, donc on n'a pas bien le choix malheureusement. Je ne peux pas vous dire comment il y aurait eu Forcément, mais je ne peux pas vous dire. Non ouais, pour répondre, en fait il y a
il y a deux petites thématiques sur cette question-là. J'ai envie de répondre oui et non. J'ai envie déjà de répondre oui. Est-ce que la SS rend, en tout cas pour ma part, en ce qui me concerne le club que je suis, plus sexy la Ligue 2? Oui, parce qu'il y a quand même quelques chiffres qui le prouvent. On parlait de l'affluence dans les stades. Je vais prendre deux exemples. Le dernier match de la SS à Valenciennes, il y a eu 8000 spectateurs à AVA. Alors effectivement, vous allez me dire c'est pas la folie, mais par exemple c'est quasiment 2 fois plus que le match d'avant de Valenciennes une semaine avant. Il y avait 4500 contre le Havre. Donc déjà quand vous recevez les Verts, vous doublez quasiment. Et pour QRM, vous avez carrément multiplié par 4 pour le match à Rouen entre la SS et QRM. Il y avait 8000 spectateurs. Et face à Rodez, lors de la journée précédente, il y en avait 2500. Donc oui, ça attire un petit peu plus, ça rend un petit peu plus sexy. Ça par contre les Stéphanois vous seront absolument pas d'accord avec ce que je dis. Mais plus sérieusement d'un point de vue chiffré, oui, la SS attire un petit peu plus. Il faut dire aussi qu'il y a des supporters d'Aver un peu partout en France. Après effectivement c'est loin d'être la folie. Et moi j'attends de voir, la SS va retrouver ses supporters pour un petit derby contre Grenoble. Donc ça sera un match assez particulier. Mais j'attends de voir combien on va avoir de spectateurs quand on recevra par exemple QRM ou le Paris FC ou un autre club ici dans le Chaudron. Déjà que sur ces dernières années c'était pas terrible en Ligue 1. Je pense surtout que c'est le jeu que va produire l'équipe de Laurent Batles qui fera revenir les gens ici, en tout cas pour ce qui concerne Saint-Etienne. Oui, c'est ce que disait Pauline Gamère. Donc le jeu, est-ce que c'est la philosophie de jeu en Ligue 2 qu'il faut changer, faire évoluer, et comment on fait alors finalement? Quelle question. Déjà à la première question, oui, ça la rend plus sexy. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelques années, l'Atlético Madrid était descendu en 2e division. Il n'a pas doublé, mais il a triplé les nombres de spectateurs dans tous les stades où il allait jouer en 12e division. Ça a été le cas du Betis de Séville, de Valence. Donc quand vous avez des clubs comme Saint-Etienne ou Bordeaux, ça peut effectivement pousser à faire venir plus de monde. Mais pour ça, effectivement, il faut avoir du jeu. Alors si Bordeaux, cette année, se retrouve à jouer les derniers du classement, il va ramener personne dans les stades. Cela dit, oui, la Ligue 2 devient plus intéressante parce qu'on va s'intéresser à Saint-Etienne et à Bordeaux. Et tous les cas à l'étranger le montrent. Donc après, le cas français est très particulier, c'est que vous avez parmi les grands championnats, c'est vrai, le moins des spectateurs dans les stades. Quand vous allez dans la 2e division espagnole, vous pouvez retrouver 25 000, 30 000 personnes dans les stades. Alors, à côté des 8 000 ou 4 000, effectivement, ça fait désordre. Oui, c'est pas exactement la même chose, Thierry Bretagne. En Angleterre, sexy cette Ligue 2. Alors, elle pourrait le devenir grâce à ces deux blasons que sont Saint-Etienne et Bordeaux. Mais n'oubliez pas que Saint-Etienne et Bordeaux ne sont pas seulement descendus en 2e division. Il faut faire pour ces deux clubs de la chirurgie réparatrice. C'est-à-dire que Saint-Etienne est encore sous l'eau, c'est-à-dire ils sont en train de rattraper les points perdus dont ils ont été sanctionnés, si vous voulez, après tout ce qui s'est passé autour du stade, et là, avec un débordement du public qui n'est plus là. Et Bordeaux a failli se retrouver mort cliniquement, ne l'oublions pas. Il faut que ces deux clubs, et en ce moment, le père Batles, là, il est en train de faire vibrer les murs à Saint-Etienne, parce qu'ils se sont quand même pris un 6-0 dans un stade à huis clos. C'est dire à quel point ces blasons ont été, je vais dire, fêlés. Je ne vais pas dire complètement détruits. Le temps que ces grands clubs se restaurent en quelque sorte, il va falloir se réhabituer à voir du monde. Les abonnés cette année à Saint-Etienne, il y en avait 10 000 l'année dernière, il y en avait 3 500 là cette année, parce que le stade est vide par nécessité et que le club est sanctionné. Donc là aussi, pour retrouver ce plaisir-là, il va falloir que ces clubs, dont je ne doute pas qu'ils se restaureront, parce que le blason est fort, mais c'est vrai qu'on n'a pas la tradition. Nottingham Forest en Angleterre a passé 22 ans en 2e division, après avoir été champion d'Europe en 1979. Vous étiez tous à ce moment-là des lueurs lubriques dans le regard de vos parents, mais moi je m'en souviens un petit peu. Eh bien, il y a toujours du monde à Nottingham Forest. Il y a toujours du monde dans les clubs et comme l'a dit notre confrère espagnol et néanmoins respectable. Il y a toujours un mais ou un néanmoins. Il y a du monde en Espagne, il y a du monde dans la 2e division anglaise, il y a du monde aussi en Allemagne. C'est vrai qu'on en a moins
en France. Non, mais il y a plus de monde en 4e division anglaise qu'en 2e division française. La réalité, non, c'est mais ça. t'as raison. Après, il y a quand même des affiches très intéressantes. Quand vous voyez qu'il y a Nîmes aussi qui est en 2e division. Il y a Metz. Il y a Metz. Donc il y a Absolument. des clubs qui ont un rôle à jouer. Oui. Avec Saint-Etienne et avec Bordeaux. Donc il va falloir effectivement avoir 3 ou 4 grosses machines en 2e division pour donner de l'intérêt. Et je me pose la question, tu parlais tout à l'heure, Pauline, des stades, mais est-ce que les multiplex à la télévision, est-ce qu'on a plus d'audience ou on a moins d'audience? En général, on a tendance à avoir plus d'audience à la télé, et c'est l'un des facteurs qui vous disent à un moment donné, peut-être que les gens qui sont en train de voir ça à la télé, dimanche d'après, ils vont décider d'aller au stade. Bordeaux, ça marche très bien, par exemple, cette année à la télévision. Oui. Mais la saison dernière, le multiplex sur l'équipe marchait bien aussi. Comme quoi, quand le foot est accessible et gratuit, les gens regardent aussi, même si c'est pour regarder un Rodespo. Mais enfin, je veux dire, il y a des matchs qui peuvent être hyper intéressants en Ligue 2, mais comme l'a dit mon confrère aussi, respectable aussi, tout autant que notre confrère espagnol. Merci, merci de respecter la vieillesse. On n'a pas cette culture foot en France, et ça, on le sait. C'est des débats qu'il y a depuis des années. Et effectivement, on va en 4e ou 5e division anglaise, il y a plus de monde qu'en Ligue 2 aujourd'hui. Et c'est un problème de tradition, tout simplement, sauf au Racing Club de Lens, où là, c'est vrai, en Ligue 2, mais même ils sont là, même Strasbourg quand ils étaient en National 3 ou Bastia, enfin voilà, il y a des villes comme ça. Si Marseille un jour descend en Ligue 2, je leur souhaite pas, bien évidemment. Ils l'ont connu. Ils l'ont connu, mais s'ils redescendent ou s'ils descendent même plus bas pour différents problèmes que je ne leur souhaite pas, mais il y aura évidemment que ce sera plein, évidemment qu'il y aura plein de monde parce qu'il y a aussi des villes de foot. On n'a pas de culture foot, mais il y a des villes de foot. C'est une ville de foot c'est quand ça même. que je comprends pas beaucoup, parce que Saint-Etienne est une ville de foot. Alors après, ils sont peut-être aussi dégoûtés, les supporters, de ce qui s'est passé au club l'année dernière, le fait que le club se vende, finalement se vende pas. Cayazo et Romeyer qui s'accrochent un peu à leur truc tout en disant vouloir vendre. Enfin, je pense qu'il y a des trucs qui font qu'ils n'ont pas envie de se motiver pour ça, mais évidemment que Saint-Etienne est une des plus grandes villes de foot de France. Donc en gros, ils ont encore pas mal de problèmes à régler avant d'entraîner la Ligue 2 dans leur sillage, ces deux clubs-là, Bordeaux et Saint-Etienne. En tout cas, s'ils ne remontent pas cette année, ils vont avoir du mal, parce qu'en Ligue 2, dès qu'on descend, dès qu'on est en Ligue 1, qu'on descend en Ligue 2, si on ne remonte pas la saison d'après, après c'est compliqué. Lens, ça finit par remonter, à se restructurer, ils ont mis du temps. Comme Reims, mais ça prend du temps. Le HAC, on attend encore. Anthony Perel au stade Geoffroy Guichard. Oui, juste pour rebondir brièvement, parce que c'est un sujet que je suis attentivement. Je vous entendais parler de ce désamour pour le club. Alors effectivement, il y avait 3500 abonnés au début de la saison, mais il faut savoir qu'il y avait vraiment ce dégoût. Vous en avez parlé notamment avec la vente du club qui a été avortée. Oui. Mais finalement, on aime tellement ce club ici qu'on s'est réabonné. On approche à nouveau les 10 000 pour cette saison de Ligue 2. Et juste pour terminer, sur les 3 matchs qu'il y a eu à l'extérieur, Saint-Etienne a à chaque fois rempli son parquage visiteur. Donc même si on est tous, entre guillemets, vous me permettrez l'expression, ici dégoûté de la descente en Ligue 2, on continue de ne pas lâcher ce club et on espère le voir remonter rapidement en Ligue 1, même si pour cette saison ça paraît compliqué. Oui, parce que les adversaires de Saint-Etienne, de Bordeaux, ils communiquent aussi à chaque fois sur l'affiche face à Saint-Etienne et à Bordeaux, et donc ça attire, c'est important quand même aussi. Ah, mais c'est sûr que tous les clubs qui vont recevoir Saint-Etienne et Bordeaux cette année vont faire au moins 2 fois plus que s'ils recevaient Rodez ou Pau. Mais ça, c'est une certitude, et tant mieux, parce que c'est comme en Ligue 1 quand un club reçoit le PSG, voilà, forcément qu'il y a plus de monde dans le stade. C'est normal. Après, il y a une politique quand même qui est assez intéressante, c'est la politique des abonnements. La plupart des clubs aujourd'hui se sont rendus compte qu'il faut quand même baisser les prix des abonnements parce qu'ils s'étaient devenus tellement chers que les gens n'allaient pas au stade. Alors, si vous baissez le prix, c'est la politique notamment dans les clubs espagnols, vous remplissez les stades parce que vous vendez 10, 15, 20 000 abonnements et donc vous avez quand même déjà un matelas d'argent qui est sûr pour vous, mais surtout vous avez un minimum des publics lors de tous les matchs. Donc c'est vraiment améliorer les jeux, améliorer la politique des clubs, mais surtout aussi donc cette question de financement des abonnements qui, je trouve, aujourd'hui, dans un certain nombre de championnats, et notamment les Français pour certains clubs, est assez cher. Je vous propose de retrouver tout de suite Jean Berthelot, qui est notre envoyé spécial à Bordeaux pour Bordeaux-Quevilly-Rouen tout à l'heure à 20h45, c'est dans quelques minutes maintenant. Bordeaux, est-ce que les supporters sont restés fervents là? Est-ce qu'ils reviennent au stade malgré la descente? Est-ce que vous sentez que ces Bordelais peuvent entraîner la Ligue 2 vers des sommets de popularité? Bonsoir. C'est évidemment une question qui se pose ici. Alors, il y a déjà eu une première réponse lorsque Bordeaux a accueilli Niort lors de la première journée. Il y avait quand même 20 700 spectateurs ici
au stade Atlantique pour un tarif unique de 9 €. C'est vrai que Bordeaux avait un peu ouvert les portes de son stade ce jour-là. Ça avait marché. Ce soir, ils seront moins nombreux, mais tout de même, vous entendez peut-être l'ambiance derrière moi. Elle est assurée notamment par le virage sud. Fidèles au poste, ils sont là, ces supporters, ces ultramarines en particulier. Ils sont bien là, même en Ligue 2. Ils se déplacent aussi. Et puis, ce que Bordeaux fait, alors évidemment un peu contraint et forcé, puisque vous le savez, le recrutement de Bordeaux est très compliqué en ce moment. Il y a plusieurs joueurs qui sont en salle d'attente. Il y a même le gardien Le Seul qui a dû retourner à Midtjylland auquel il appartenait. En tout cas, Bordeaux est forcé de faire confiance à des jeunes. Ce soir, sur la feuille de match, il n'y a qu'un trentenaire, Stéphane Sergio. Tous les autres sont des jeunes joueurs. Et ça, c'est quelque chose qui plaît ici au public bordelais, parce que pour la plupart, ce sont des jeunes joueurs du cru qui ont grandi dans des clubs un peu satellites des Girondins de Bordeaux. Et ça redonne une attention à la Ligue 2, une attention qu'elle avait perdue dans la région depuis le départ de Libourne de la Ligue 2. Libourne qui était un club un peu historique de cette division, qui en est parti en 2008. Et depuis, eh bien, pour trouver trace d'autres clubs dans la région Nouvelle-Aquitaine, il faut aller à Pau, il faut aller à Niort. Donc autour de Bordeaux, il n'y avait pas vraiment un engouement. Là, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que beaucoup de supporters s'intéressent à cette Ligue 2. Je ne sais pas si Bordeaux va être capable de tirer évidemment la Ligue 2 vers le haut. En tout cas, il y a un vrai regain d'intérêt ici en Nouvelle-Aquitaine pour la Ligue 2. Merci Jean Berthelot. On va suivre avec vous ce match entre Bordeaux et Quevilly-Rouen. On suivra aussi avec Anthony Perel Saint-Étienne-Bastia. C'est la 6e journée de Ligue 2. Dans un instant, on va parler du mercato. Vous savez, ce mercato qui finit dans 48 heures. Est-ce qu'il faut le réformer? Est-ce que vraiment il devrait continuer comme ça après le début de la saison, ou est-ce qu'il faut l'arrêter avant? On en parle dans un instant. Europe 1 Sport. Virginie Fulpin. Dans 50 heures, il sera trop tard. Dans 50 heures, c'est la fin du mercato. J'aurais bien voulu essayer de prendre une grosse voix, vous savez, comme dans les bandes annonces des films catastrophes américains, mais bon, j'y arrive pas. Donc bref, c'est la fin du mercato dans 50 heures. Ce mercato qui se termine donc alors que la saison a déjà bien commencé. On a l'habitude, rien de nouveau. Mais je me demande quand même, est-ce qu'il faudrait le réformer? Est-ce que vous trouvez que ce serait bien si ce mercato s'arrêtait avant? Est-ce que ça fausse le championnat? J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, Thierry Bretagne. C'est-à-dire que cette espèce de foire à la ferraille terminale, là, où on a l'impression qu'il y a certains joueurs qui valaient 3 fois plus que ce qu'ils vont coûter, ou même l'inverse, c'est vrai que ça a un côté un peu pagailleux, mais comment faire autrement? C'est-à-dire que le business du football n'a pas réglé le problème des frontières du football. Les championnats eux-mêmes ne repartent pas tous en Europe les uns au même moment. Cette espèce d'unité de lieu, d'action et qui résume un petit peu une bonne dramaturgie ne peut pas être réglée en Europe. Je rêve, moi, d'un système qui fonctionnerait un peu comme la NBA. C'est-à-dire Décidément. que... Mais oui, non mais, c'est-à-dire que, imaginez-vous que... Un championnat fermé. Rudy Gobert, qui est un des 25 premiers joueurs de la NBA, qui est convoqué régulièrement au All-Star Game. Pas titulaire, mais dans les remplaçants. Il a été transféré en 24 heures, et j'exagère un peu, mais il l'a su par un SMS entre son ancien club et le nouveau. Parce que... et ça te fait rêver? C'est horrible. Absolument. Mais ça, absolument. Ça me fait beaucoup plus rêver que Cristiano Ronaldo en ce moment. Beaucoup plus. Mais là, il fait presque de la peine. Le Cristiano pauvre Ronaldo. chéri mange tout seul dans sa cantine, emmerde tout le monde et s'emmerde la vie aussi. Oui, c'est curieux. Rudy Gobert, il a pris sa valoche. Il est reparti pour un contrat de 205 millions de dollars et il a dit la vie continue. Oui, ça me fait rêver. D'une certaine façon, ça me fait rêver. Alors ça, c'est terrible parce que les clubs, à ce moment-là, s'échangent les joueurs sans aucune discussion des joueurs. Alors il y a des joueurs qui se plaignent. Kobe Bryant, à son époque, avait voulu quitter les Lakers de Los Angeles. Kevin Durant a essayé de foutre le merdier dans son club en disant « je veux que l'entraîneur soit viré, je veux que le directeur soit viré ». Eh bien, ils l'ont gardé et il va rester à Brooklyn cette année. Ouais. Finalement, c'est pas si mal. Mais on ne peut pas régler ce problème-là en Europe parce que l'Europe est une mosaïque et on ne peut pas avoir les mêmes règles. Ça n'est pas une franchise fermée. Ouais. Donc, vive la pagaille. Et puis après tout, moi d'entendre Comboiré
gueuler après Kita parce qu'il a envie de garder Blas, et puis que Blas va finalement peut-être rester ou partir. Ça y est, il a prolongé. Hein. Ah oui, il a prolongé jusqu'à. Il a le choix de décider, a priori, encore en France. Oui, jusqu'à après-demain. Oui, c'est ça, parce que le rêve de les joueurs se taisent et c'est les clubs qui voient. Oui, non, mais c'est à la fin qu'on règle aussi. C'est à la fin du contrat qu'on règle les problèmes. Mais pendant le contrat, moi je trouve que c'est un peu pagailleux. Mais si ça vous plaît. Et puis c'est vrai que c'est excitant parce qu'on se demande à chaque fois. Que va prendre le Paris Saint-Germain? Là, ils nous ont sorti Solaire. Moi, je connaissais Gérard Solaire dans le temps du temps de vous connaissez Carlos Solaire maintenant. Oui, je sais pas pourquoi. On en parlera bon, tout à l'heure, peut-être bien, j'en sais rien. Solaire, bien sûr. Je comprends pas pourquoi ils ont tiré Solaire de leur chapeau. Mais bon. Ça peut pas être Messi tous les ans non plus. Bon, c'est bien. Vive le mercato pagailleux. J'adore Thierry quand il part comme ça, il s'enflamme. Il est prêt à défendre que les joueurs aient rien à dire. Sauf que au milieu de tout ça, nous on a eu l'arrêt Bosman qui, entre autres choses, a permis justement terminer avec ce système où les joueurs n'avaient rien à faire, où les joueurs n'étaient pas un travailleur comme n'importe qui d'autre. Et donc, heureusement qu'on a eu l'Union européenne, l'arrêt Bosman, qui a mis à terminer avec ce système américain entre guillemets. Alors, faut-il le réformer? Forcément, je pense déjà, je me pose la question sur le mercato d'hiver. Vous parlez du mercato estival, mais je me pose la question sur le mercato d'hiver. Moi, je vois les transferts qui sont faits au mercato d'hiver. Anthony Martial qui part à Séville il y a 6 mois et qui repart 6 mois après avec un but. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait au mercato d'hiver? Rien du tout. On récupère des gens qui sont en très mauvaise posture et on essaye de les requinquer, mais souvent ça ne marche pas. Donc terminons d'abord avec le mercato d'hiver et puis on peut tout réformer aussi après. Le mercato estival, à ce moment-là, on va faire la chose suivante, on met que tous les championnats commencent pas avant le 1er septembre et comme ça vous avez 2 mois pour négocier tous les contrats comme on faisait avant. Au 30 juin, tout le monde terminait, tout le monde négociait, le championnat commençait et tout le monde savait où il allait partir jouer. Mais l'Angleterre avait essayé ça il y a quelques années, puis ils sont revenus à cause de la Coupe du Monde en novembre-décembre. Et puis là, ils sont revenus, voilà, exactement. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas des dates. On ne peut pas fixer une date pour tous les championnats parce qu'on manque des dates pour jouer des matchs. Non, mais en fait, et on rajoute des matchs. Le problème, c'est pas de savoir si ça se termine le 30 août, parce que de toute façon, ils le font dans les 5 derniers jours. Ouais. À un moment aussi, c'est la manière dont le club s'impose des règles. Visiblement, ils n'y arrivent pas, donc on essaie d'imposer des règles au club pour qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Mais le mercato n'a qu'à pas durer 2 mois. Il n'a qu'à pas durer 3 mois, puisqu'au bout du compte, tout se fait à la fin. On n'est pas dans le money time, on est dans le panic buy. Et la réalité, c'est celle-là. À un moment, il y a un certain nombre quand même de clubs qui fonctionnent de manière plus structurée, qui donnent des bons de sortie avec une date limite à un joueur en disant si le 30 juin, si le 15 juillet, t'as pas un départ, t'as pas eu de proposition, tu partiras pas l'année prochaine. Ou on essaie de construire un effectif en début de saison. Maintenant, en effet, on est plus dans une dynamique, on le voit, où les clubs se disent on attend, ça sera moins cher, ça sera moins cher, et puis eux aussi vendent moins cher. Faisons plus simple, s'ils n'arrivent pas à s'auto-réguler, raccourcissons la durée du mercato. C'est-à-dire que de toute façon, comme ils font tout dans les derniers jours, on peut mettre 5 jours quasiment. Enfin, j'exagère un peu, mais si on met comme les devoirs, c'est comme les devoirs des possible. Enfants. Si c'est pas à rendre demain l'exposé, il le commence pas. C'est le travail dans l'urgence. Greg Godefroy, on vous a pas entendu sur. Est-ce qu'il faut réformer ce mercato? Alors déjà, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce mercato d'hiver ne sert strictement à rien. Enfin, citez-moi un bon coup qui a été fait pendant un mercato d'hiver. Je pense qu'il y en a eu peut-être 1 ou 2 ces 10 dernières années et je les ai même pas en tête. Mais c'est comme l'a dit mon collègue respectable et espagnol, c'est que effectivement, de toute façon, tu te souviens plus de son prénom. C'est pour ça que tu dis ça. C'est quand même respectable. Alors attendez, je vous interromps 2 secondes parce qu'il y a 1-0 pour Bordeaux, Jean Berthelot. Oui, absolument. Bordeaux qui ouvre le score à la 7e minute. Un pénalty réussi par Josh Maja après une faute de Sissoko sur Sissoko. Sissoko, le Quevillier, qui a fait faute effectivement après une belle incursion de Issouf Sissoko, le Bordelais, qui a réussi un petit ballon piqué pour passer au-dessus de lui. Il l'a retenu illégalement, pénalty. Et donc c'est Maja qui ouvre le score à la 7e minute. Bordeaux qui mène 1-0 face à Quevilly-Rouen. 1-0 pour Bordeaux. Pardon Greg, je vous ai interrompu. Ça tombe bien, vous allez pouvoir réfléchir parce qu'il y a but à Saint-Etienne. Pendant ce temps-là, donc on va aller voir Anthony Perel. Ouais, l'ouverture du score stéphanoise sur ce début de partie, 7e minute de jeu. Je vous parlais de Jean-Philippe Crasso tout à l'heure. C'est lui qui est à la dernière passe. Il a servi sur un plateau. Ivan Masson qui, d'un plat du pied au point de pénalty, est venu tromper Placide, le portier Bastier. Coup dur pour le Sporting Club de Bastia qui faisait un bon début de partie. 8 minutes de jeu, 1-0 donc pour la SS ici face à Bastia.
Donc 1-0 pour Bordeaux, 1-0 pour Saint-Etienne. Et je vais essayer de ne pas vous interrompre une troisième fois. Greg, est-ce que vous avez retrouvé le chemin de votre pensée? Oui, non, mais c'était effectivement le mercato d'hiver ne servait à rien. Et je sais plus pourquoi je faisais appel à toi, Juan, là-dessus. Du coup, je sais plus sur quoi j'étais parti. Mais voilà, le mercato d'hiver en tout cas ne sert à rien. Ça, c'est une certitude. Et le mercato d'été, effectivement. Enfin, après les championnats, c'est toujours plus ou moins, ça se termine toujours plus ou moins fin mai et ça recommence toujours plus ou moins début août. Donc voilà, il suffit de dire. On a peu de surprises. On fait entre juin et juillet le mercato et 2 mois, je pense que c'est largement assez aussi pour faire des deals. Et comme l'a dit Pauline, de toute façon, ça reste humain. On fait les choses un peu dans l'urgence et à la fin, quand la date butoir arrive, quoi. Point de Rosset Dorado. Alors, ça a quand même un avantage, entre guillemets, la situation actuelle. Alors, 2 exemples. La première, le championnat espagnol, comme les Français, commençait depuis 3 semaines. On va jouer la 4e semaine. Le FC Séville est très, très mal en point actuellement. Justement, le fait que le mercato se termine demain est en train de leur permettre de réajuster un peu son effectif parce qu'ils ont vu qu'il y avait des manques. Mais bon, ça, c'est un manque de préparation en amont. Ah oui, ça, on le voit avant, normalement. Voilà. Quand même. Mais ça, c'est la réalité. Et puis, il y a le cas de Carlos Soler, que tu connaîtras très bientôt, apparemment à Paris, qui n'avait pas de propositions pour re-signer du côté de Valence, jusqu'au moment, il y a 10 jours, où le PSG toque à la porte de Carlos Soler et lui dit, si tu viens chez nous, tu auras 20 millions. Il se retrouve ici. Donc effectivement, parfois, il y a des clubs qui essayent de jouer avec ces joueurs et parfois ils perdent. Moi, Thierry Bretagne. Le grand humaniste Thierry Bretagne. Non, l'ensemble de ce. Non, mais croyez pas ça. Croyez pas ça, parce que pendant la durée des contrats, les joueurs n'ont pas leur mot à dire en NBA, mais ça discute à la fin du contrat. Et regardez, de toute façon, le système actuel en Europe pousse en quelque sorte aux joueurs à continuer jusqu'au bout de leur contrat. Donc, quelque part, il y a quelque chose d'un peu vicié là-dedans. Et excusez-moi, ce système qui produit ce qu'on appelle aujourd'hui les indésirables, je trouve ça détestable. L'idée du loft, je trouve ça détestable. Et c'est une conséquence aussi de la structure des contrats, quand même. Parce que ces joueurs dont on ne veut plus, qui s'entraînent à part, etc., et dont on ne solde pas finalement le salaire, le Paris Saint-Germain va finir d'ailleurs par solder les salaires, en quelque sorte, parce que les joueurs s'accrochent comme des moules de bouchon à leur rocher, évidemment. Kurzawa n'a plus envie de jouer au football, il est payé comme un pape à ne rien foutre. C'est quand même un système complètement vicié. Alors vous me direz... le joueur n'y est pour rien. Le joueur n'y est pour rien. S'il avait envie de jouer au football, moi à mon avis, il accepterait peut-être une restructuration de son contrat. Mais après tout, il est payé grassement à ne rien faire. Tout ça, ce système-là, le système des indésirables n'existe pas en NBA. C'est-à-dire que quand 2 clubs s'entendent, le joueur passe d'un club à l'autre pendant la durée du contrat. Oui, mais les plafonds salariales, etc., il y a d'autres organisations. C'est très, très réglé. Parce qu'aujourd'hui, le problème des indésirables, c'est qu'il y a un décalage entre le salaire donné aux joueurs et le niveau qu'on lui attribue. Oui, tout à fait. C'est juste ça. Hein. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, en NBA, c'est beaucoup plus encadré. Et donc, tu as beaucoup moins ce décalage. Aujourd'hui, personne ne veut payer le salaire de Kurzawa aujourd'hui par rapport à son niveau. Il est là le problème. Absolument. J'aimerais qu'on écoute Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, parce que finalement, c'est intéressant ce qu'il dit. Les Parisiens jouent à Toulouse demain. Il avait une conférence de presse aujourd'hui, Christophe Galtier, et il explique qu'il ne va pas faire jouer demain Leandro Paredes. Il explique pourquoi, et vous allez voir pourquoi c'est intéressant dans le sujet. Leandro ne fera pas partie du groupe. J'ai vu, pour être très transparent avec tout le monde, j'ai échangé avec Leandro après l'entraînement. On va rien se voiler, on sait que Leandro a trouvé un accord avec la Juventus, que nous allons rencontrer dans pas longtemps. Il est actuellement un joueur du Paris Saint-Germain, mais sa tête est ailleurs. Je crois qu'il n'y a qu'un accord, il manque les accords club à club. J'ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe pour que à la fois lui prépare son départ et que moi, de ne pas avoir dans le groupe un joueur qui, peut-être 24 heures après, va quitter le club.
Oui, c'est quand même ubuesque comme situation et finalement il se fait avocat de la réforme du mercato parce que là on se retrouve, voilà, il fait pas jouer son joueur, ce qui est assez logique. En plus, oui, mais moi ce que je comprends pas, c'est dans quelques jours. Paredes, on savait très bien qu'il devait partir. À la Juve, ça en parle depuis déjà un mois et si ça aurait pas été à la Juve, ça aurait été ailleurs. Moi, je comprends même pas qu'il ait fait jouer en début de saison parce que Paredes, tu le fais jouer, il se casse la jambe. Qu'est-ce que tu fais avec lui après ? Tu peux plus le vendre en fait. Donc, si un joueur a envie de partir, que le club a envie de s'en séparer, tu le fais toujours s'entraîner pour garder le rythme et tout ça, mais ne le fais pas jouer en match, quoi, parce que tu prends aussi un risque de ce côté-là. Or, il l'a fait rentrer contre Monaco, Paredes. Oui, et puis il a joué aussi avant, il a joué dans d'autres matchs avant, je ne sais plus lesquels exactement, mais même quasiment tous, je crois qu'il est rentré. Donc, il fait jouer Paredes alors qu'il sait très bien qu'il va partir et que s'il se blesse, tu le vends plus. Je trouve ça bizarre. Mais je crois qu'on est à peu près tous d'accord, là. Oui, on réforme ce mercato. Oui, il faut réformer, d'ailleurs, c'est le système. Il n'est pas bon. Je vous propose d'aller faire un petit tour à Saint-Etienne et à Bordeaux pour les matchs de Ligue 2 de cette 6e journée de Ligue 2. Saint-Etienne-Bastia, Anthony Perel. 14 minutes de jeu ici dans un chaudron qui sonne bien vide. Toujours 1-0 pour les Verts. Ce but d'Ivan Masson à la 8e qui a été idéalement servi par Jean-Philippe Crasso. Ce but a un petit peu éteint le début de match, Bastier. Les Bastiers qui s'étaient procuré quelques petites situations et désormais on est presque plus proche du 2-0 que du 1 partout avec Jean-Philippe Crasso qui a envoyé une tête au-dessus sur corner il y a 2 petites minutes de cela. Les Verts ont mis le pied sur le ballon, c'est eux qui ont le monopole, qui imposent leur rythme et qui aimeraient bien tenir ce résultat, voire même l'aggraver. On rappelle que la Saint-Etienne est toujours dernière de Ligue 2 avec 0 points au compteur. Jean Berthelot à Bordeaux pour Bordeaux, Quevilly-Rouen. 1-0 pour les Girondins de Bordeaux, un pénalty de Maja à la 7e, mais peut-être déjà un tournant dans ce match à l'instant. Une faute de Sissoko, le numéro 2 de Quevilly-Rouen, et qui est expulsé à l'instant pour une faute effectivement très violente, une violente interception. Il n'a pas maîtrisé du tout son geste Sissoko. Alors ce n'est pas le Sissoko qui avait provoqué le pénalty sur le Sissoko bordelais. Il y avait 2 Sissoko du côté Quevilly au départ du match et un du côté bordelais. Et donc là c'est Nelson Sissoko qui vient d'être expulsé et Quevilly-Rouen qui n'est vraiment pas à son aise dans ce début de match. Il y a évidemment ce pénalty, mais au-delà de ça il n'y a pas eu d'occasion franche pour les Normands. Au contraire, Bordeaux a eu la maîtrise du ballon et donc ce 1-0, Bordeaux à 11 contre 10, ça s'annonce plutôt bien pour les Girondins ce soir. Merci à tous les deux. On continue à suivre cette 6e journée de Ligue 2 dans Europe 1 Sport, évidemment. Je vais vous remercier tous autour de la table. Pauline Gamère, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Greg, merci. Juan Rosset, merci. Thierry Bretagne, merci. Ce fut un plaisir, Virginie. Pour cet humanisme que nous avons entendu pendant une heure. Je plaisante, évidemment. On va vous retrouver très, très vite. Vous savez que maintenant, Europe 1 Sport, c'est du lundi au dimanche. On est ensemble 7 jours sur 7. Et merci d'avoir passé une heure avec nous. On se retrouve très vite. C'est Europe 1 Sport. Et il est 21h. Europe 1 Sport. Virginie Fulpin.